Et si le déluge n'avait pas été seulement une punition, mais une décision que quelqu'un a essayé d'empêcher, pas comme une légende parmi d'autres, mais comme un ordre signé dans le silence, tout là-haut, et contesté par quelqu'un qui voyait l'humanité d'une autre manière. Parce que quand on parle des tablettes sumériennes, on ne parle pas d'un délire moderne. On parle d'argile gravée, d'écritures cunéiformes, de preuves anciennes qui ont traversé les incendies, les ruines et des siècles enterrés sous la poussière. Et c'est justement ça qui fait peur, cette impression qu'il manque un morceau dans cette histoire, comme si, au milieu de ces inscriptions, se cachait un nom qui n'aurait jamais dû être rappelé, un avertissement murmuré à demi-mot, une intervention discrète qui aurait tenté de retarder l'inévitable. Imagine un conseil qui décide de la fin, et une voix qui coupe tout. Pas maintenant. Qui serait capable de défier quelque chose d'aussi immense? Un messager? Un gardien? Un rebelle? Ou quelqu'un qui savait que les eaux n'effacent pas seulement des villes, elles effacent des mémoires? Et si le vrai secret du grand déluge n'était pas la destruction, mais la tentative de l'empêcher? À la fin, commente Tablette et dit « punition ou conspiration » ou « quelqu'un a essayé de sauver ». On a besoin de remonter un peu dans le temps maintenant, beaucoup plus loin que la plupart des histoires n'osent remonter. Revenir à un endroit où le monde semblait encore neuf, où les villes étaient comme des îles de pierre, au milieu d'un océan de sable et de boue, et où les gens regardèrent le ciel avec la même sensation que nous, quand on entend le tonnerre en pleine nuit, respect, peur et silence. Cet endroit avait un nom, la Sumer. Et quand tu entends « Sumer », n'imagine pas juste un point sur une carte, imagine un décor vivant. Des ruelles étroites en terre sèche, des maisons basses, la fumée qui monte des cuisines, le bruit des pas et des voix dans des marchés d'un autre temps, et au fond, toujours au fond, les grandes structures qui dominaient tout, les temples, les ziggourats, ces géants de briques qui ressemblaient à des escaliers faits pour toucher le ciel. On oublie facilement que c'est là qu'est née l'une des toutes premières formes de civilisation organisée. Avant les empires qu'on connaît, avant les grands rois aux couronnes d'or, il existait déjà des villes comme Uruk, Ur, Eridu, Lagash, des noms étranges pour nous aujourd'hui, mais qui un jour étaient le centre du monde de quelqu'un. Et ce qui rend tout ça encore plus troublant, ce n'est pas seulement le fait que ces villes aient existé, c'est le fait qu'elles aient laissé des traces. Parce que pendant que beaucoup de peuples anciens racontaient leurs histoires seulement à voix haute, les Sumériens, eux, ont décidé d'emprisonner le temps dans quelque chose de solide. Ils prenaient de l'argile humide, la façonnaient en petites tablettes, puis gravirent des symboles avec un stylet, comme si chaque pression dans l'argile était une tentative désespérée d'empêcher le monde d'oublier. Imagine la scène. Un scribe assis, concentré, les mains pleines de boue, le regard sérieux. Il n'écrit pas pour faire joli. Il enregistre quelque chose d'important. Ça peut être du commerce, des taxes, un décret. Mais parfois, au milieu de ces marques cunéiformes, apparaissent des récits qui ont l'air de battre comme un cœur. Des histoires qui dépassent le quotidien et frôlent le surnaturel. Des histoires qui parlent de dieux qui décident, de rois qui obéissent, de signes venus du ciel et d'eau. Beaucoup d'eau, trop d'eau. Une eau qui ne vient pas seulement comme de la pluie, mais comme une limite, comme un redémarrage, comme une fin. Et c'est là que le mythe du déluge commence à prendre une force différente. Parce qu'en Mésopotamie, l'eau n'a jamais été juste de l'eau. Les fleuves Tigre et Euphrate, c'était la vie. Mais c'était aussi une menace. Il suffisait d'une crue hors saison, et le monde se transformait en boue. Les maisons s'effondraient, les champs disparaissaient. Et quand tu vis dans un endroit comme ça, la peur ne devient pas une théorie, elle devient une mémoire collective. Alors non, ce n'est pas si étrange qu'il existe un récit très ancien, répété sous différentes formes, qui raconte qu'un jour le ciel s'est ouvert et que la terre a été engloutie. Ce qui donne des frissons, c'est de réaliser que ces histoires sont là, gravées, bien avant d'autres versions devenues plus populaires. Comme si l'humanité avait entendu ce conte pour la première fois, non pas dans un livre moderne, mais dans le silence d'une tablette séchée par le soleil. Et plus tu y penses, plus cette question devient dangereuse. Et si le déluge n'était pas seulement un événement raconté pour faire peur, mais le souvenir déformé de quelque chose de réel, agrandi par la foi et par la terreur? Et si, à un moment donné, quelqu'un avait vraiment vu le monde se dissoudre dans l'eau?
parce que ces tablettes ne parlent pas avec le ton « il était une fois » qu'on attend d'un conte pour enfants. Elles ont du poids, elles portent une sorte de gravité, comme si ce qui s'était passé avait été trop immense pour n'être qu'une invention. Et calme, ça ne veut pas dire que tout doit être pris au pied de la lettre. Ce qui compte ici, c'est la trace. La trace que très tôt, bien avant n'importe quelle autre tradition, l'idée d'une grande inondation existait déjà. Un jugement, une décision venue d'en haut. Et si c'est gravé dans l'argile, alors ce n'est pas juste une histoire. C'est le témoignage d'un esprit humain qui essaie d'enregistrer l'incompréhensible. Et maintenant, je veux vraiment savoir ce que toi, tu en penses. Quand tu imagines un scribe sumérien marquer une tablette, tu crois qu'il était simplement en train de recopier un mythe ou qu'il notait quelque chose que son peuple jurait avoir vécu. Commente « j'y crois » si tu sens qu'il y a quelque chose de vrai derrière tout ça. Ou commente « c'est juste un mythe » si tu penses que c'est seulement symbolique. Et si tu veux que je continue cette histoire encore plus loin, écris aussi la phrase « ouvre la tablette ». Et maintenant que tu as franchi cette porte avec moi, on entre dans un endroit où l'histoire cesse d'être une simple légende ancienne et commence à ressembler à une confession cachée, parce qu'il y a un moment où le déluge, dans les tablettes sumériennes, ne sonne pas comme un accident de la nature, ni comme une tempête ordinaire, ni comme une fin du monde racontée vaguement de bouche à oreille. Ce qui apparaît là-bas a le poids d'une décision, d'un tribunal, d'une sentence, comme si le destin de l'humanité avait été écrit avant même que l'eau tombe, comme si quelqu'un, quelque part, avait décrété la fin et que quelqu'un d'autre, ailleurs, avait entendu ça et en avait tremblé. Imagine la scène, une cité sumérienne encore vivante, des gens qui vont et viennent, le marché rempli, le son de la céramique qui s'entrechoque, des pas sur la pierre, le vent qui soulève la poussière, et, à l'intérieur d'un temple, loin du bruit, un scribe appuie la pointe d'un stylet sur l'argile fraîche, traçant des signes qui ne sont pas juste des mots, mais des marques de quelque chose qu'on ne devrait pas répéter à voix haute, parce que c'est le genre d'écriture qui semble porter la peur, pas une peur banale, une peur religieuse, profonde, comme si le simple fait d'écrire tout ça était déjà dangereux. Et c'est pour ça que j'appelle ça un dossier interdit. Pas parce que quelqu'un a mis un cadenas, mais parce que certaines vérités, quand elles sont trop énormes, deviennent tabous. Elles deviennent quelque chose qu'on cache dans l'argile, qu'on enterre dans des bibliothèques et qui ne réapparaît que lorsque le temps a déjà avalé tous ceux qui auraient pu confirmer. Ce que ces tablettes suggèrent, c'est que le déluge n'a pas commencé avec des nuages. Il a commencé par une conversation, un conseil, une sorte de décision prise en silence, comme si le monde était en train d'être jugé par des forces qui ne voient pas la vie humaine comme nous, on la voit. Et là, il y a un détail qui change tout. Ce n'est pas un Dieu au singulier. C'est comme s'il existait un cercle de décision, un groupe d'entités, chacune avec ses intérêts, ses envies, ses limites. Et au milieu de tout ça, naît l'idée que le déluge a été choisi, planifié, autorisé, comme un redémarrage brutal, un grand nettoyage, comme si la création avait été considérée comme une erreur, et que le moyen le plus simple de corriger ça, c'était d'effacer presque tout. Et ensuite vient la partie qui donne des frissons, l'avertissement envoyé à l'élu. Parce qu'il y a toujours un élu, toujours quelqu'un qui reçoit un murmure au milieu du vacarme du monde, quelqu'un qui n'est pas prêt, quelqu'un qui ne le mérite peut-être même pas, mais qui tient un destin entre ses mains. Et l'avertissement n'est pas doux, pas romantique, pas poétique. Il est direct, rempli d'urgence, comme un message qui traverse un mur. Prépare-toi, construis, protège. Et là, on réalise quelque chose. S'il y a eu un avertissement, alors il y a eu une faille. S'il y a eu un avertissement, c'est que quelqu'un a laissé échapper quelque chose. Et si quelqu'un a laissé échapper quelque chose, c'est que quelqu'un n'était pas d'accord. Parce que réfléchis avec moi. Si l'ordre de destruction était total, si l'intention était d'effacer tout le monde, alors pourquoi permettre à quelqu'un de survivre? Pourquoi donner des instructions? Pourquoi montrer un chemin de fuite? Ça n'arrive pas par hasard. Ça ressemble à un acte de désobéissance déguisé en destin. Comme si quelqu'un avait essayé de faire justice à l'intérieur d'un système injuste. Comme si une voix, plus petite ou plus grande, avait dit « J'accepte la décision, mais je n'accepte pas que personne n'ait une chance. » Et c'est là que le mystère s'allume.
exactement à l'endroit où l'histoire cesse d'être « le déluge est arrivé » et devient « qui a essayé d'empêcher la fin ?» Peut-être que cette présence n'a pas essayé d'arrêter les eaux. Peut-être qu'elle a essayé d'arrêter l'idée. Peut-être qu'elle a tenté de retarder la sentence, de brouiller les signes, d'affaiblir l'ordre, de gagner du temps. Un petit geste face à un effondrement gigantesque. Mais quand même, un geste. Et quand tu comprends ça, tu te rends compte que le déluge a peut-être été plus qu'une destruction. Ça a peut-être été une guerre silencieuse entre des volontés invisibles. Une bataille de pouvoir, de contrôle, de compassion ou d'orgueil. Et c'est exactement ici, dans cet espace étroit entre l'ordre et la résistance, que le dossier interdit commence à respirer. Si ça te parle, commente à la fin une phrase toute simple, pour que je sache que tu as capté l'essentiel. Quelqu'un n'était pas d'accord. Ou alors écris « L'avertissement était une erreur ». Parce que je veux voir combien de personnes sentent aussi qu'il y a quelque chose de caché derrière cet avertissement. Et si tu veux montrer encore plus clairement que tu suis chaque détail, commente aussi « Je crois au dossier interdit ». Et quand on arrive à ce moment de l'histoire, c'est impossible de ne pas ressentir un frisson. Parce que le déluge, dans les traditions anciennes, apparaît presque toujours comme quelque chose d'inévitable, comme si c'était une décision finale écrite dans le ciel lui-même. Mais et si, avant que l'eau ne tombe, quelqu'un avait osé lever la voix? Pas un humain ordinaire, pas un roi, pas un prêtre, mais une présence de l'autre côté. Un être qui circulait entre les décisions divines et le monde des hommes, un messager, un gardien, une divinité moindre, quelqu'un qui savait ce qui allait arriver et qui, malgré tout, n'a pas accepté en silence. Imagine la scène, tranquillement. Un grand conseil, une sorte d'assemblée invisible, pas dans un lieu physique comme on l'imagine, mais dans un espace de pouvoir, là où le destin se décide comme si c'était juste une ligne gravée sur une tablette d'argile. Le genre de décision qui ne demande pas ton avis, ça arrive. Point. Et c'est exactement là que le conflit naît. Parce que quand tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'histoire. Mais quand quelqu'un s'y oppose, quand quelqu'un hésite, quand quelqu'un regarde l'humanité et, pendant une seconde, voit autre chose que des erreurs et du bruit, alors là, il y a de la tension. Il y a une fissure, il y a du danger. Ce personnage, peu importe qui il était, porte deux ombres à la fois. Il peut être le protecteur de l'humanité, celui qui n'a pas supporté l'idée de voir des villes entières disparaître, des familles effacées, des voix s'éteindre sans même avoir eu le choix. Un être qui voyait peut-être les humains comme des enfants têtus, mais des enfants quand même. Et alors, il a tenté quelque chose que personne n'attendait. Prévenir, retarder, changer le cours des choses, donner une chance. Comme s'il disait, sans le dire, ça ne doit pas forcément finir comme ça. Et imagine le poids de ça, essayer de se dresser contre quelque chose d'aussi immense, quelque chose qui semblait écrit depuis le commencement du monde. Mais il existe une autre possibilité, et elle est encore plus dérangeante. Et s'il n'avait pas fait ça par compassion, mais par intérêt? Et si, dans ce conseil divin, il y avait aussi de la politique, des rivalités, de l'orgueil, du contrôle? Comme si le déluge n'était pas seulement une justice, mais aussi un nettoyage du plateau, une remise à zéro du jeu. Et dans ce jeu-là, celui qui essaie d'empêcher ça peut être vu comme un traître, comme quelqu'un qui gêne l'ordre, qui menace le plan. Peut-être qu'il voulait sauver des personnes précises, peut-être qu'il voulait préserver un savoir, peut-être qu'il voulait empêcher que certains noms soient effacés. Et là, la question change complètement de ton. Est-ce qu'il a voulu empêcher le déluge pour protéger ou pour s'assurer que quelque chose survive? Et ça rend l'histoire beaucoup plus profonde, parce que soudain, on comprend que ce n'est pas juste une histoire d'eau, c'est une histoire de silence et de choix, une histoire de ceux qui ont le pouvoir de décider la fin de tout le monde, une histoire de celui qui a essayé de briser ce silence avant la chute. Parce que si un avertissement a existé, ce n'était pas un cri lancé sur une place. Ce devait être un murmure, quelque chose transmis indirectement, comme si le message lui-même devait passer en secret, traverser la barrière entre les dieux et les humains sans se faire remarquer. Peut-être à travers une vision, peut-être dans un rêve, peut-être dans une phrase étrange qui ressemblait à de la poésie, mais qui était une instruction.
une sorte d'ordre déguisé. Construire, rassembler, se préparer. Et c'est là que tu dois imaginer le risque que prenait ce rebelle ou ce protecteur. Parce qu'il n'affrontait pas une tempête, il affrontait une autorité absolue, une décision que personne n'était censé questionner. Et s'il a vraiment essayé d'intervenir, alors il s'est aussi condamné lui-même. Il a signé sa propre sentence, invisible, parce que quand tu brises un décret aussi énorme, tu n'en sors pas indemne. Et c'est peut-être pour ça que son nom ne nous est pas arrivé clairement. Peut-être qu'il a été effacé, peut-être qu'il a été déformé, peut-être qu'on l'a caché volontairement, comme un détail trop dangereux pour être répété. Maintenant, réponds-moi franchement, si tu étais face à la fin du monde et que tu avais la chance de prévenir quelqu'un, tu le ferais, même en sachant que ça te mettrait contre quelque chose de plus grand que toi. Dis-moi en commentaire, à la fin de la vidéo, ce que toi tu penses de cette figure mystérieuse. Pour toi, c'était un protecteur de l'humanité ou un traître au conseil divin? Écris dans les commentaires, protecteur ou traître. Et si tu penses qu'il a agi par compassion, écris aussi, il a eu pitié. Si tu crois que c'était par intérêt, commente, il avait un plan. Et c'est là que l'histoire commence à devenir dangereuse. Parce que pendant que la vie continuait comme si de rien n'était dans les anciennes cités, quelque chose bougeait déjà derrière le monde. Ce n'était pas un monstre qui apparaissait à l'horizon, ni une armée qui avançait sur les routes. C'était pire que ça. C'était invisible. C'était une décision prise dans un endroit où l'être humain ordinaire ne mettrait jamais les pieds. Un conseil, un tribunal divin, une réunion silencieuse de forces qui n'avait besoin de demander la permission à personne. Et quand une décision naît comme ça, tout en haut, elle ne descend pas comme un avertissement. Elle descend comme un destin. À la surface, pourtant, tout avait l'air normal. Les gens continuaient d'aller au marché, d'échanger de l'orge, de porter des jarres, de négocier les prix, de raconter des histoires autour du feu. Les prêtres montaient toujours les marches des temples, brûlèrent de l'encens, murmurèrent de vieilles prières, comme si le ciel était en paix. Les rivières coulaient encore, apportant la vie, irriguant les champs, nourrissant les bêtes. Sauf que parfois, le monde envoie des signes avant de changer. Et ces signes ne ressemblent pas à des alarmes bruyantes. Ils ressemblent plutôt à de petits bugs dans la réalité, comme si quelque chose n'était pas à sa place. Un nuage immobile trop longtemps. Un vent glacé qui arrive en pleine saison impossible. Le bruit de tonnerre lointain sous un ciel pourtant clair. Des chiens nerveux, des oiseaux qui s'enfuient, des nuits qui semblent beaucoup trop longues. Et le plus terrifiant, cette sensation collective que personne n'explique, mais que tout le monde ressent, comme si l'air devenait lourd, comme si l'avenir respirait juste derrière la nuque des gens, des mauvais présages. C'est comme ça que ça commence. Pas avec des certitudes, mais avec des pressentiments. Et au milieu de tout ça, l'élu apparaît, pas comme un héros couvert de gloire, non. Plutôt comme quelqu'un d'assez ordinaire pour qu'on ne le remarque même pas, et assez spécial pour qu'on se serve de lui. Il ne reçoit pas de lettres, il ne trouve pas de carte. Il reçoit un avertissement, de la façon la plus étrange qui soit, par des murmures qui ne viennent de personne, par des rêves plus réels que le jour, par des mots qui martèlent sa tête comme s'ils étaient gravés dans l'argile. Et les instructions ne sont pas belles. Il n'y a pas de poésie, il n'y a que des ordres, directs, froids, lourds, construits, prépare, ne parle pas trop, ne préviens pas tout le monde, emporte l'essentiel. Protège ta famille, mets des provisions de côté, rassemble les animaux, ferme les portes quand le moment viendra. Et pendant qu'il essaie de comprendre pourquoi c'est lui, le temps commence à s'écouler autrement. Parce que quand quelqu'un sait que l'eau arrive, chaque détail devient un danger, chaque minute devient un avertissement. Et il se retrouve à faire des choses que personne autour de lui ne peut comprendre. Couper du bois, rassembler des outils, stocker de la nourriture, garder des graines, chercher de l'eau propre, alors que la rivière est juste là, à côté. Et évidemment, les gens le regardent et ils rient. Parce que l'humanité rit toujours avant d'avoir peur. Ils disent que c'est de la folie. Ils disent que c'est de la parano. Ils disent que c'est de la superstition. Et c'est exactement ce qui rend tout encore plus sombre. L'avertissement existe, mais il paraît trop absurde pour être accepté. Sauf qu'il y a un autre côté à cette histoire, celui qu'on ne raconte presque jamais.
Parce que si quelqu'un a été averti, alors quelqu'un a averti. Et si quelqu'un a averti, alors quelqu'un a désobéi. Et c'est là que la conspiration devient évidente. Parce que le Conseil ne voulait pas que l'alerte se répande. Il ne voulait pas voir des foules paniquer et courir partout. Je ne voulais pas voir des villes se préparer. Je ne voulais pas de salut en masse. Le déluge, dans cette version, ne serait pas seulement une destruction, ce serait un grand nettoyage. Total. Et toute tentative pour l'empêcher était vue comme une trahison. Alors une course silencieuse commence, une guerre sans épée, une bataille faite de messages cachés, de signes déguisés, d'instructions envoyées à demi-mot, comme si le monde lui-même essayait de parler sans se faire entendre. L'élu sent qu'on l'observe, que certaines portes se ferment trop tôt, que certains chemins deviennent dangereux, que la peur surgit de nulle part, comme s'il existait une force qui voulait retarder le plan, bloquer la construction, embrouiller l'esprit, casser le courage, et malgré tout, il continue, parce qu'à un moment, il arrête de construire seulement un bateau, il commence à construire une chance, un morceau de futur, un petit non face à l'inévitable. Et pendant qu'il travaille en silence, le ciel change encore une fois. Les étoiles paraissent bizarres, la lune semble pâle, et le vent ne souffle plus comme avant. On dirait qu'il transporte un mot caché, un mot que personne n'a le courage de dire à voix haute, ça va commencer. Et maintenant, dis-moi, si tu étais là en train de voir tout ça, tu y croirais? Tu aiderais ou tu rirais toi aussi? Commente ici à la fin une de ces phrases pour que je sache que t'es avec moi. Je crois à l'avertissement où le ciel le savait déjà. Ou alors commente juste un mot, présage. Et puis, ça commence. Pas avec un grand bruit de film, pas avec une explosion qui fait trembler le sol, mais avec une sensation étrange, comme si l'air était devenu plus lourd, comme si le monde avait retenu son souffle. Le déluge, comme ces vieilles histoires le racontent, n'arrive pas comme un événement rapide. Il arrive comme un changement de réalité, comme si quelqu'un avait tourné une clé invisible dans le ciel et que, d'un coup, tout ce qui était normal ne devenait plus fiable. Le vent change en premier. L'eau des rivières paraît plus sombre. La lumière du jour devient terne, sans éclat, comme si le soleil était derrière un voile. Et les gens continuent à vivre, parce que l'être humain essaie toujours de faire comme si rien n'arrivait, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La pluie commence fine, presque gentille. Le genre de pluie qui pourrait être juste un jour normal de plus en Mésopotamie, là où la terre dépendait de l'eau, là où le fleuve était à la fois la vie et la menace. Mais c'est là que se cache la terreur silencieuse. Ce qui commence petit ne s'arrête pas. La pluie ne dit pas au revoir, elle ne fait pas de pause. Elle ne laisse pas au monde le temps de respirer. Elle tombe et elle tombe, sans rythme, sans pitié, comme si l'idée même de beau temps avait été effacée du calendrier du ciel. Et quand tu t'en rends compte, il n'existe plus après la pluie. Il n'y a plus que la pluie. Les rues en terre commencent à se dissoudre. Les chemins deviennent de la boue. Les murs commencent à céder sur les bords, pas parce qu'ils ont été attaqués, mais parce qu'ils ont été vaincus par l'insistance. Et il y a quelque chose de profondément terrifiant là-dedans. Parce que le déluge n'a pas besoin de courir, il n'a pas besoin de crier, il a juste besoin de continuer. Son bruit est constant, répétitif, hypnotique, comme un chant de l'oubli. Les portes claquent avec le vent. Les gens s'appellent les uns les autres. L'eau entre dans les maisons d'abord comme un avertissement, puis comme une invasion. Et quand tu comprends enfin que ce n'est pas juste un orage, ton esprit cherche un endroit sûr, mais il n'en trouve pas. Le pire, ce n'est pas de voir l'eau monter. Le pire, c'est de comprendre que le monde que tu connaissais est en train de s'éteindre, morceau par morceau. D'abord, le sol ferme disparaît. Ensuite, les repères s'effacent. Le coin de rue où tu tournais toujours devient un miroir d'eau. La place où les enfants couraient devient un silence. Toute la ville commence à se transformer en un reflet sans forme. Et au loin, les temples, ces endroits qui semblaient intouchables au-dessus de n'importe quel destin, eux aussi commencent à être avalés, comme si l'eau ne choisissait pas ses victimes, comme si elle effaçait l'idée même d'une ville. Et quand les villes sombrent, ce ne sont pas seulement des pierres et de la boue qui disparaissent, ce sont des noms, des histoires, des habitudes, des promesses.
Le commerçant qui rentrait toujours à la fin de la journée disparaît. La voix que tu entendais derrière le mur disparaît. L'odeur du pain, le feu allumé, les discussions au marché, tout s'en va. C'est un effondrement total, mais sans précipitation. Un effondrement qui semble inévitable, comme si quelqu'un avait écrit ça bien avant, et que maintenant, le monde ne faisait qu'obéir. Et puis vient la partie la plus étrange, parce qu'après le chaos, il y a un silence qui n'est pas la paix, c'est le vide. Un silence si immense qu'on dirait même que les dieux ont arrêté de parler. L'eau recouvre tout, et le monde devient une seule surface, sans chemin, sans frontières, sans mémoire. Et c'est là qu'arrive la question qui change le poids de cette histoire. Et si le déluge n'avait pas seulement effacé des corps, mais aussi des souvenirs? Et si c'était aussi un nettoyage du passé, une façon de redémarrer le monde, pas juste en prenant des vies, mais en supprimant des traces, en effaçant des vérités, en enterrant des secrets au fond de la boue? Parce que, réfléchis avec moi, si une civilisation entière disparaît sous les eaux, qui reste pour raconter ce qui s'est vraiment passé? Qui reste pour dire si quelqu'un a essayé d'empêcher ça? Qui reste pour révéler s'il y a eu une trahison, un avertissement, un nom interdit? Et si la pire terreur du déluge, ce n'était pas de mourir, mais d'être oublié, être effacé comme si tu n'avais jamais existé? Et c'est peut-être pour ça que les tablettes sumériennes sont si importantes, parce qu'elles ressemblent à des bouteilles jetées à travers le temps, qui essaient de traverser l'effacement. Et maintenant, je veux que tu me répondes en commentaire, tout à la fin. Tu penses que le déluge, c'était juste de la destruction, ou aussi une coupure de mémoire, écrit « Il a effacé les souvenirs », si tu l'as ressenti comme ça, ou écrit « Rien n'était un hasard », si tu penses qu'il y avait un plan derrière tout ça. Et quand tout finit par se taire, quand la pluie semble se fatiguer et que le monde devient seulement de l'eau et du vent, il reste une question qui ne s'en va pas. Qu'est-il arrivé à celui qui a essayé d'empêcher ça? Parce que si quelqu'un s'est vraiment levé contre le grand déluge, alors il n'était pas juste un personnage, il était un danger, une faille dans le plan. Peut-être qu'il a été puni, effacé comme s'il n'avait jamais existé, comme si l'histoire elle-même avait été réécrite pour ne laisser aucune trace. Peut-être qu'il a disparu des archives, pas par hasard, mais parce que certains noms ne doivent pas être répétés. Et peut-être, juste peut-être, que la boue a gardé ce que la mémoire humaine a perdu. Parce que les tablettes sumériennes ne sont pas seulement de l'argile sèche, ce sont des coffres forts du temps. Et parfois, ce qui fait peur, ce n'est pas le déluge en lui-même, mais l'idée que quelqu'un a essayé de sauver et qu'on l'a fait taire. Et si jusqu'à aujourd'hui, il y avait encore des vérités anciennes qui dorment sous la boue? Si tu as senti cette histoire te tirer vers elle, écris tablette ou déluge, et dis-moi, pour toi, celui qui a voulu empêcher, c'était un héros ou un traître? Écris aussi j'y crois ou j'en doute. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, alors tu fais partie d'un groupe rare, ceux qui ne regardent pas juste pour regarder, mais qui plongent vraiment dans le mystère. Alors maintenant, je te demande quelque chose de tout simple. Abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici il y a toujours une histoire pour s'endormir, et en même temps une vieille question qui va te suivre pendant des jours. Et pour que je sache que tu es vraiment arrivé jusqu'au bout, écris en commentaire le mot « tablette ». Ou si tu veux rendre ça encore plus mystérieux, écris « déluge ». Je vais épingler les commentaires les plus fous et les plus intelligents, parce que je veux voir ta théorie. Tu penses que quelqu'un a essayé d'empêcher le grand déluge, ou tu penses que ça a été effacé exprès? Et laisse un like aussi, parce que si tu es arrivé jusqu'ici, ce like, c'est comme un signal qui dit « Envoie encore une histoire comme ça ». Maintenant, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran, parce qu'elle colle parfaitement à cette ambiance. Et je t'attends là-bas, avec un autre mystère ancien à traverser ensemble.